Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On retrouve notre ami Philippe Lorange. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui? On parle du docteur Jordan Peterson. Peterson. T'as sûrement déjà entendu parler de cet homme-là? Non, franchement, non. En fait, c'est un psychologue qui était professeur d'université à Toronto et qui est un homme qui suscite souvent des réactions, qui est donc très actif sur Twitter ou X, là, comme on dit aujourd'hui. Et donc, c'est un homme qui s'oppose au wokisme et qui prône des principes plus conservateurs, on va dire. Donc, il suscite beaucoup de réactions. Mais mondialement, il est connu, en fait. Parce que c'est vraiment un gars qui s'oppose frontalement au mouvement woke. Okay. Et là, ce que j'ai appris, c'est une nouvelle qui est sortie à peu près il y a 1 heure, c'est que, il est condamné à suivre un stage de bonne conduite. Il va aller avec Don Cherry, le gars au hockey. Oui, c'est ça. Absolument. Mais Jordan Peterson, en passant, c'est pas un anti-québécois, là, mais c'est pas du tout quelqu'un qui fait du Québec bashing. Là. Donc, il s'oppose au mouvement woke. Et là, c'est l'Ordre des psychologues de l'Ontario qui le condamne à suivre ce stage de bonne conduite pour des propos non seulement... C'est très drôle. Absolument. Et donc, là, il avait fait appel à la Cour suprême, mais la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel. Donc, on voit à quel point c'est vraiment sérieux. Donc, c'est une décision au départ de l'Ordre des psychologues de l'Ontario qui date de fin 2022. Et donc, il avait essayé de faire appel de ça. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, parce qu'il est psychologue, excuse-moi. Oui, il était à la fois psychologue et professeur d'université à Toronto. Okay. On faisait les deux choses, mais ça fait comme peut-être 1 ou 2 ans qu'il a démissionné de l'Université de Toronto en disant que l'université est rendue trop woke, qu'elle l'empêche. Il disait que ça l'empêchait d'engager de bons étudiants pour faire de la recherche. Parce qu'il disait que les règlements, les subventions étaient allouées seulement à ceux qui ont des chercheurs qui sont pas blancs, qui font partie de la diversité. Donc c'est possible, honnêtement. On sait que ça se peut, là, ce genre parce qu'à Concordia, de favoritisme. Oui, parce que je veux juste faire une petite parenthèse. Rappelons-nous qu'à Concordia, il y avait un physicien d'origine indienne, si je me souviens bien, il y a 1 ou 2 ans, qui avait dit justement que lui, il voulait engager les meilleurs, mais là, l'université puis les subventions lui disaient non, il faut que tu engages des gens qui font partie de la diversité. Mais lui-même, qui était comme un chercheur d'une origine indienne, disait ben non, moi je veux les meilleurs, là, je veux pas, d'abord savoir si t'es une femme, un trans ou n'importe quoi. Là. Ou même un Québécois qui est de plus en plus ostracisé dans le campus. Oui, absolument. Mais Concordia, ça fait longtemps, il y a un... Mais c'est ça, si on revient à Jordan Peterson, bon, donc ça faisait quand même depuis 2017 qu'il n'est plus clinicien comme tel, qu'il ne pratique pas la psychologie comme tel. Puis comme je disais, ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'il n'est plus professeur d'université, mais il se fait quand même rabrouer comme tel. Et donc, comme on sait, c'est l'auteur d'un best-seller du nom de 12 règles pour une vie. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme des livres de croissance personnelle qu'il écrit, qui font un certain succès à travers le monde. Et là, les propos qui sont incriminés, c'est notamment à raison de la pandémie, de la transidentité et de l'obésité. Donc, c'est un homme qui fait beaucoup des podcasts, qui réagit, qui va souvent dans des entrevues. Et donc, parfois, des propos un peu plus coup de poing. Donc, j'en cite 3 qui sont incriminés. Je te regarde avec un don parce que ça me fait penser au professeur là, qui est décédé il n'y a pas si longtemps avec la grande barbe. Là. Dumbledore, je sais pas. Non, Dumbledore. Non, je te parle au Québec, là, le docteur, il y avait un nom bien précis. Ah, Doug Mayou. Oui. Non, mais il n'est pas à ce point-là, quand même. OK, d'accord. Peterson, c'est pas un homme vulgaire, pour vrai. Là. C'est juste qu'il aime ça avoir parfois des formules un peu plus coup de poing. Donc, j'en cité 3, notamment sur l'obésité. Alors, sur une ancienne... c'est ça, sur l'obésité, il y avait comme une mannequin obèse en bikini dans la une d'un magazine. Et là, Jordan Peterson, republie cette une de magazine. Il dit « Désolé, pas pour moi, et aucun autoritarisme intolérant ne changera cela. » Donc, c'est ça. Ça, c'est une des premières citations. Une deuxième, c'est une ancienne élue municipale d'Ottawa qui demandait qu'on utilise le pronom « il » pour parler de sa personne. Donc, « il », comme on sait, c'est comme entre le « il » et le « elle » pour les personnes non-binaires ou gender fluid. On est rendu là. C'est ça. Et là, il disait, la citation, il qualifie ça de bien-pensance moralisatrice épouvantable. Donc, c'est ça. Ça, c'est la deuxième citation. Et troisième et dernière, il disait que c'était l'acteur trans Elliot Page qui a fait l'ablation de ses seins en 2020. Oui, qui jouait dans Juno. C'est ça. Et donc, il a dit que cet acte chirurgical était criminel. Donc, c'est le mot qu'il a utilisé. Donc, c'est ça. Donc, on voit qu'il y a des... En tout cas, comme psychologue, on est loin en maudit. Là. C'est comme un mécanicien qui dit que moi, il a jailli les autos puis les camions.
C'est ça. Mais là, au moins, c'est des propos publics. C'est quand même, s'il disait ça, par exemple, lors d'un, comment on dit ça, là, quelqu'un qui irait en clinique, là, quelqu'un qui irait devant lui en privé. Il dirait peut-être pas ça. Non, c'est ça. Mais là, ça aurait vraiment pas d'allure, une chose de même, devant, je sais pas, quelqu'un qui est trans, puis qui aurait fait une transition, puis lui dire devant sa face, c'est criminel ce que t'as vécu, ce que t'as fait. Là, je comprendrais absolument l'intervention de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. J'allais dire du Québec. Il y a un code d'éthique quand même. Il y a un code d'éthique en tant que psychologue. Est-ce que tu peux prendre la parole puis dire, tu sais, moi j'ai ouvert l'émission d'aujourd'hui en disant, quand tu te promènes avec une auto qui est lettrée au nom d'une compagnie ou même à ton nom à moi, on m'a dit arrête de faire des U-turns quand ta face est écrite sur l'auto. C'est vrai. Bon, alors c'est la même chose. Ici, il y a comme une image corporative. Si tu es psychologue, tu es membre de l'Ordre des psychologues, puis si tu dis des choses qui ne contribuent pas à la santé mentale des gens ou qui ostracisent, moi, j'y comprends, moi. C'est clair. Oui, non, moi, je peux comprendre. Après, on peut critiquer la manière dont il critique les choses, la manière dont il qualifie notamment justement la mannequin obèse, les choses comme ça. Après, tu sais, justement, je pense qu'il y a quand même un double standard parce que, tu sais, on en avait déjà parlé dans les dernières semaines. Il y a des psychologues, mais des psychiatres qui font des transitions pour les mineurs et qui ne parlent pas à leurs patients des conséquences des bloqueurs de puberté, qui ne disent pas que certaines chirurgies sont irréversibles. Oui, il faut être capable d'appeler un chat un chat. Il y a du monde qui vont trop vite. Ici, il faut le dire. Absolument. Et donc, ces psychiatres-là ne sont pas rabroués. Au contraire, ils sont encensés. On leur dit que c'est ça, oui, parce qu'on sait que, ici même au Québec, parfois, ça prend simplement une consultation ou deux pour faire l'ablation des seins, pour commencer les bloqueurs de puberté ou les hormones. Donc, ces gens-là, ils suivent un protocole qui est considéré comme légal, alors que la procédure a des conséquences irréversibles sur la vie de mineurs. Mais là, lui, qui a des propos, qui sont un peu coup de poing, qui sont là pour faire rire et tout ça. Lui, il faut... Le son pour faire rire, tu sais, comme... c'est ça la question, là. Il faut ça, parce que, tu sais, on embarque sur le sujet... Puis tout de suite, j'ai comme un sourire parce que, oh my God, il a dit des affaires de même, ce monsieur-là, c'est pas possible. Voilà. Il faut s'il y a de l'humour, c'est une autre histoire. Il y en demeure pas moins qu'il y a des gens, je sais pas, moi, il y a des groupes culturels à qui on peut même pas faire une petite blague, là. Ils sont toujours en train de s'en offusquer. Fait que ça existe, je suis d'accord. Mais dans le cas, par exemple, des intervenants, je sais pas de quel type d'intervenant. Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est chirurgical ou si c'est psychologique? Mais ça a été bien démontré dans les articles qu'on a vus récemment que on va beaucoup trop vite sur des gestes qui sont sur lesquels on ne peut pas reculer. Il y a de la prise d'hormones, tu peux l'arrêter, mais ça a quand même des conséquences qui restent, comme tu m'expliquais au niveau par exemple, de la voix. Fait que on s'attend à ce que les professionnels s'auto-régularisent avec un ordre professionnel qui est à la limite, avant même la loi, il faut qu'en tant que professionnel, ils se régularisent. Oui, je comprends absolument, mais c'est ça, mais en même temps, il faut quand même faire la différence entre des propos publics, puis quand même, on ne l'accuse pas d'avoir dit ça en privé avec des patients, là, quand même. Parce que si c'était, comme je te dis, si c'était avec des patients comme tel... c'est plus médiatique que lors des psychologues. Oui, c'est rendu... Je pense que c'est un homme qui cherche à polémiquer. Il est rendu quand même mondialement connu. Il y a des best-sellers. C'est Jordan Peterson. Mais moi-même, je le connais pas énormément. Là. Des fois, il y en a des gens qui disent « Toi, Laurent, j'étais comme Jordan Peterson. » Mais je le connais quasiment pas, là, en fait. Non, mais au sens que... Non, mais au sens qu'il est très opposé au mouvement woke. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens comme anti-woke en Occident qui le suivent, qui l'aiment beaucoup. Puis, il y a ses livres de croissance personnelle qui ont aidé certaines personnes. Donc, c'est notamment pour ça qu'il est connu. Et donc, notamment, je peux comprendre qu'il y a des propos qui sont un peu rabroués par l'ordre, mais en même temps, il y a un double standard. Parce que, si je fais juste un parallèle avec ce qu'on voit, par exemple, les émeutes au Royaume-Uni. Donc, ils sont condamnés à juste titre parce que, justement, des hôtels qui ont été visés, des mosquées visées, tout ça. Mais en même temps, il faut se rappeler que quand il y a eu la mort de George Floyd, tragique, il y a aussi eu des émeutes qui ont fait des millions de dollars de casse à des petits commerces, à des sortes de logements. C'est sûr, c'est ça. Et malheureusement, les grands médias, on n'a pas beaucoup parlé, ou souvent, ils disaient des manifestations majoritairement pacifiques, même s'il y a de la colère. Mais quand on sait vraiment les coûts par la suite, là, ça se montait à plusieurs dizaines de millions de dollars en termes de casse. C'était vraiment dangereux. C'était de la grosse provocation envers la police. Donc là, on disait juste, là, on comprend la colère. Mais les émeutiers du Royaume-Uni, là, on dit non, ça n'a vraiment pas rapport. Mais c'est vrai qu'il y a comme une espèce de parti pris pour la victime. En partant, puis là, quelqu'un va me dire, oui, mais la victime, oui, c'était George Floyd. Mais après ça, il y a eu d'autres victimes. Puis c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Mais tu vois, je parlais l'autre jour avec ma mère, on discutait de forces policières qui suffisent pas et qui, de toute évidence, par exemple, au niveau des vols d'auto, j'ai été surpris que les vols d'auto aient ralenti à ce point parce que récemment, les policiers nous avaient dit, écoutez, nous, là, on a vraiment d'autres priorités. Que votre voiture de 50 000 $ se fasse voler, là, ben vous êtes assuré. Il
il y a personne qui s'est fait casser un bras par un voyou dans une ruelle, c'est assuré. Fait que ça donne un peu l'état des choses. D'ailleurs, parlant d'état des choses, tu voulais me parler des bâtiments à Montréal, l'état des bâtiments à l'abandon. Oui, mais c'est un article dans Le Devoir de Zachary Goudreau et Jean-François Nadeau. Donc, Jean-François Nadeau, quelle plume! Oui, c'est ça. Ben donc, on parle de 800 bâtiments qui sont à l'abandon à Montréal, mais ça se résoudra pas demain matin. Pourquoi? Parce que les propriétaires de ces immeubles abandonnés, qui parfois sont abandonnés depuis des années, voire 15 ans, trouvent un avantage financier à les laisser abandonnés. Donc, pourquoi? Alors, parce que, évidemment, on va nous dire, il y a des contraventions, c'est dangereux, la ville doit donner des contraventions. Donc, oui, elle donne des contraventions, mais elles ne sont pas suffisamment lourdes pour que le propriétaire ne trouve pas ça suffisamment payant de laisser à l'abandon. Il y a plus de profit à faire, éventuellement. Et même si la contravention peut monter jusqu'à 250 000 $, donc ça peut représenter beaucoup d'argent pour nous, mais les propriétaires voient plus en millions de dollars. Pourquoi? Parce que tant qu'ils laissent à l'abandon le terrain prend de la valeur et beaucoup. Donc, il prend beaucoup de valeur au fil du temps. Donc, il prend de la valeur particulièrement parce qu'il est désaffecté. Non, pas particulièrement à cause de ça, mais c'est parce que le quartier Saint-Bourgeoise, notamment, bien sûr. Tout est à la hausse. On le voit partout ici. C'est ça, tout est à la hausse. Le quartier Saint-Bourgeoise, il y a des condos autour, toutes sortes de nouvelles tours qui arrivent. Donc, pendant ce temps-là, ton terrain prend de la valeur. Toi, tu fais rien avec. Tu ne mets pas trop d'investissement. Là, la ville te donne une petite contravention, 50 000 $, 100 000. Il te demande de juste t'assurer que tu chauffes le place. OK. Tu fais le strict minimum. Ça te coûte quoi, mettons, 100 000, 150 000. Puis là, tout ton terrain, il prend de la valeur en termes de millions. Fait que tu t'en fous complètement. C'est ça. Et là, tu laisses à l'abandon les immeubles. Donc, c'est ça qui est expliqué. Puis c'est Gérard Baudette, qui est connu justement comme le grand urbaniste québécois, là, qui disait il trouve un immense avantage financier à laisser à l'abandon ces immeubles-là. Alors que là, il y a des voisins qui disent là, il y a des infestations de rats. Mais c'est clair. Puis la qualité de vie. Puis quand on dit que Montréal a besoin d'une cure de beauté, là, des immeubles abandonnés, des plywood à la place des fenêtres, c'est sûr que ça aide pas. Je pense, entre autres, quand on monte Saint-Laurent, à partir du métro Saint-Laurent, puis qu'on monte la côte, la fameuse côte à... Comment est-ce qu'elle s'appelle? La Côte-à-Bord. La Côte-à-Bord, tu montes jusqu'à Sherbrooke. Il y a plein il y a même un endroit où on dirait que c'est un parc. Hein? Il y a à peu près 4 maisons de large ou 5 maisons de large. C'est plein de gros arbres. C'est la mosquée de Montréal qui est propriétaire de ça, puis qui bâtit pas. Demande-moi pas pourquoi, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il laisse ça de même. Ça crée... Hey, c'est le cœur de la ville, ça. Tu peux pas, en tant que propriétaire, laisser à l'abandon des immeubles. C'est toute la collectivité qui paye pour ça. Avec, en plus, que tu me disais, potentiellement de la vermine, des problèmes de salubrité. C'est pas drôle. Et avec les enjeux de logement et de gens intoxiqués qu'on a à Montréal, mais ça fait des endroits où les gens vont probablement perdre la vie de temps à autre. À la côte dont tu parles, justement, je la connais, j'habite proche. J'habite proche de cette côte-là dont tu parles, puis justement, je pense qu'ils ont tout intérêt à laisser à l'abandon parce que ce coin-là est très central. Donc pour le moment, c'est comme un trou noir, il se passe pas grand-chose, juste le café évabé. Là. Oui. Mais je veux dire, c'est particulier. Je suis jamais entré. Mais au fil du temps, ces propriétés-là, ces terrains-là vont prendre beaucoup de valeur. On est à côté du quartier des spectacles. Ah oui. À côté de, justement, le boulevard Saint-Laurent, le coin où ça commence à être le fun. Donc, ça va continuer à prendre de la valeur. Donc, laisse à l'abandon. Puis, à un moment donné, quand tu vas juste vouloir mettre des immeubles à condos luxueux. Puis en plus, ce qu'ils disent dans l'article, c'est que si, par exemple, vous avez un bâtiment patrimonial, puis que, par exemple, il est rendu complètement pourri, mais là, la Ville de Montréal, en raison des lois qui sont présentes, va faire une expropriation, mais elle a l'obligation de vous remettre une somme équivalente à la valeur marchande de la propriété. Donc, ça devient très payant pour le propriétaire. Il peut même vendre à la Ville, qui lui mettait des amendes, tu sais, regarde, rachète-moi. Ah oui, c'est ça. Il est obligé, la ville est obligée de racheter à la valeur marchande de la propriété. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a plein de bâtiments comme ça à Montréal qui sont à l'abandon et qui justement suscitent justement des rats. Il y a aussi des itinérants qui vivent là-dedans. Puis là, c'est dangereux parce qu'il y a des toits qui peuvent s'affaisser. Il y a des risques d'incendie également. Avec les pluies qu'on a, imagine. Risque d'incendie en plus. Donc là, il faut trouver des solutions. Quel esprit vraiment de bottine de la part de ces gens-là? C'est comme, moi, ça me tente pas de rénover. Je suis assis sur mon profit. Tout le monde trouve ça laid. Je m'en fous. C'est épouvantable. Puis en plus, je viens de penser à ça. Si le terrain appartient à la Grande Mosquée de Montréal, est-ce qu'ils payent des taxes ou parce que c'est un lieu de culte, il n'y a pas de taxes à payer? Bonne question. Très bonne question, oui. Boy. Salut. Salut, Philippe. Bye.